À mon tour, je voudrais remercier le Collège de France et le professeur Mantovani pour l'organisation de cette séance. Peut-être quelques mots avant de lancer notre table ronde. Je rebondirai d'abord sur les propos du professeur Boucheron. En effet, dans toutes les raisons que le professeur Boucheron a indiquées pour que Christophe Colomb mène à bien son expédition, il a simplement omis de mentionner que, bien entendu, Christophe Colomb et ses bateaux étaient assurés. Donc il me revenait, d'apporter cette petite précision sur le fait que l'assurance était déjà à la pointe de la situation économique au temps de Christophe Colomb. Alors, on peut peut-être relever que plusieurs indices permettent de penser que le temps est la première matière de l'assurance. Un peu à l'image de Janus, qui avait une face tournée vers l'année précédente et l'autre vers l'année qui s'annonçait, l'assurance considère, et j'allais dire en même temps, mais la métaphore de la présidence n'est pas janusienne, c'est un autre dieu qui a été mobilisé, donc je m'arrête là. L'assurance regarde simultanément le temps passé et l'avenir. Pour que l'assurance puisse jouer son rôle de contrepoids à l'infortune, au malheur, ces deux mots étant pris fondamentalement dans leur sens ancien, au sens de bonne, mauvaise fortune, au sens de heur et malheur, tout simplement parce qu'il faut avoir l'heure de plaire à la déesse fortune. L'assurance se caractérise en premier lieu par un cycle économique inversé. C'est en cela qu'elle est totalement contre-intuitive et qu'elle nécessite de façon systématique un effort, une gymnastique de pensée qui, par définition, ne va pas de soi. L'assurance est le seul domaine économique qui est en inversion, c'est-à-dire où le prix est fixé avant que ne soit connu le coût du produit. Si vous fabriquez une automobile électrique, ça va sans dire, ou un vélo, là, ce n'est pas la peine qu'il soit électrique, c'est encore mieux. Il faut d'abord fabriquer le vélo ou l'automobile pour déterminer le coût, et ensuite vous saurez à quel prix vous pouvez le vendre. Dans l'assurance, cette faculté n'existe pas. Le sinistre ne se rencontre par définition qu'a posteriori, bien après la signature du contrat. Il se fabrique, en quelque sorte, après la signature du contrat. Et donc, cette première notion, propre à l'assurance, en tout cas qui fait sa singularité dans le monde économique, doit être, je crois, retenue comme étant une caractéristique particulière dans le rapport au temps. Janus, ai-je dit tout à l'heure, avec une face tournée vers le passé. Alors oui, une face tournée vers le passé, parce que, pour être utile, l'assurance trouve sa justification dans la protection du capital accumulé. Pas de capital accumulé, l'assurance est en fait à peu près inutile. Un exemple concret, pendant 30 ans, vous payez les annuités, les mensualités d'un emprunt pour acquérir une maison. Au moment où vous terminez cette séquence d'emprunt, la maison brûle. Vous avez deux cas de figure. Si vous n'êtes pas assuré, vous repartez pour 30 ans d'emprunt pour avoir une même maison. Si vous êtes assuré, bon an, mal an, allais-je dire, vous aurez quelques mois à attendre pour que la maison soit reconstruite, si possible à l'identique, etc. Donc vous voyez que l'assurance a effacé, par son existence même, le temps nécessaire à la constitution du capital. Maintenant, si nous nous tournons vers l'avenir, la situation est sensiblement plus complexe.
À tel point que, en préparant mon intervention d'aujourd'hui, je suis allé chercher quelqu'un qui pouvait partager la conception du temps qui est à la portée des assureurs, c'est-à-dire point trop difficile. Et je suis amené à rencontrer sur ce chemin, qui est effectivement un chemin de facilité, Censorinus. Censorinus, auteur bien connu de Dies Natalis au IIIe siècle après Jésus-Christ. Et Censorinus nous écrit « Au passé, jamais de commencement. À l'avenir, jamais de fin. Quant au présent, temps intermédiaire, il est si court, si incompréhensible, qu'il n'admet qu'une étendue et semble n'être tout au plus que le point de contact qui, au passé, rattache l'avenir. Il est si variable aussi que jamais il ne ressemble à lui-même et que tout ce qu'il embrasse, il l'arrache à l'avenir pour l'ajouter au passé. IIIe siècle, Censorinus. J'ai dit tout à l'heure que l'assurance était en cycle économique inversé. On renverse la proposition, vous me voyez venir. En quelque sorte, l'assurance arrache au passé pour ajouter à l'avenir. L'outil qui permet cette opération, il a un nom, c'est un nom mathématique, ce sont les probabilités. Les probabilités permettent d'arracher des informations, des connaissances, un savoir. Aujourd'hui, il est beaucoup plus chic de dire des data au passé, pour pouvoir, en les travaillant, en les exploitant, retourner vers ce qui pourra peut-être se passer, ce qui peut advenir. Et qu'est-ce que nous fabriquons ainsi à partir de cette extraction du passé pour la projeter dans le futur? Quelque chose qui a un nom très simple pour un assureur, c'est le tarif. C'est ce travail d'extraction du passé et de projection vers le futur qui permet à un assureur d'élaborer un tarif. Après ça, ce tarif est mis en compétition, en concurrence avec d'autres de ses collègues qui ont pratiqué le même exercice et qui aboutissent à des résultats qui peuvent être différents, et le jeu du marché trouve à s'appliquer. Il y a un autre domaine où l'assurance a une adhérence profonde avec le temps, où elle arrache au passé pour ajouter à l'avenir, c'est tout simplement, et le nom est assez parlant, les provisions. Les assureurs font des provisions. Je ne fais pas l'injure de reprendre l'étymologie, mais je pense que par rapport à la prévision, par rapport à tout ce qui est tentative d'appréhension du futur, la provision marque à tout le moins, à défaut d'une résolution suffisante, au moins de la bonne volonté. Et si on peut reconnaître aux assureurs de la bonne volonté, ma peine ne sera pas perdue. Les provisions, elles sont de deux natures. Les provisions techniques, pour ce qui concerne de l'assurance IARD, donc entendre non-vie, pour simplifier. Alors pourquoi techniques? Parce qu'elles sont élaborées à partir de modèles, de données qui sont liées à l'historique technique de la matière concernée, en l'occurrence l'IARD. Et puis il y a les provisions qu'on appelle mathématiques, qui sont l'apanage de l'assurance vie, qui, elles, reposent de façon plus abstraite, en quelque sorte, sur des modèles mathématiques à partir de projections que nous pouvons faire. C'est important parce que ces provisions sont à la source de la plus grande partie des placements des assureurs. Les assureurs ont une capacité de placement qui repose, dans une immense majorité, sur l'affectation de ces provisions à telle ou telle typologie de placement. Évidemment, l'exercice est un exercice qui se fait sous contrainte. La plus évidente des contraintes, vous vous en doutez, c'est la contrainte dite de liquidité. Imaginons un assureur qui aurait été séduit par un type de placement uniquement immobilier. Au moment où un sinistre important, mettons une tempête,
surgit, il ne sera pas acceptable qu'il explique à ses assurés, à ses sociétaires, qu'ils vont attendre tranquillement que les immeubles soient vendus pour qu'ils puissent les indemniser. Donc vous voyez que l'affectation de ces provisions, par le mécanisme des placements, répond à toute une série de contraintes. J'ai pris celle qui est sans doute la plus simple, à savoir la contrainte de liquidité. Il y en a d'autres, des contraintes de dispersion, des contraintes également en termes prudentiels et d'adéquation. Et on en vient là à ce qui est aussi une singularité de l'assurance par rapport au temps, c'est l'attente que l'on peut avoir en direction des assureurs. Elle est parfaitement légitime, vous l'avez évoqué, madame, sur le temps long. Sur le temps long, en effet, nous devons garder présent à l'esprit que les engagements des assureurs portent sur un passé qui peut être lointain, à l'échelle d'une génération, hein, pas une échelle physique, à peine historique. Non. Mais par exemple, chacun a pu voir des engagements qui sont anciens au titre de la couverture des risques liés à l'amiante et qui ont généré des sinistres des années, des décennies après l'installation du matériau dénommé amiante. Le moment où l'on sait que l'amiante est un produit dangereux, les premiers rapports des scientifiques, c'est tout à fait la fin du XIXe siècle. On est pratiquement rendu à un consensus sur la dangerosité de l'amiante au début du XXe siècle. Cependant, on continue à utiliser l'amiante malgré le consensus scientifique sur sa dangerosité. On continue à utiliser l'amiante jusque dans les années pratiquement 40-50. J'ai, à titre personnel en mémoire, un film d'information des autorités britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale expliquant aux enfants des écoles du Royaume-Uni qu'il fallait qu'ils mettent leur masque en cas d'attaque aérienne venue de la part des nazis. Et la dernière phrase de ce film à vocation pédagogique, didactique des enfants était « Faites-le en toute confiance, le filtre du masque est en amiante ». Ça veut dire qu'une trentaine d'années après qu'un consensus scientifique, encore une fois, soit nettement établi, il y avait un gouvernement, certes pas le nôtre, celui de Sa Gracieuse Majesté, aujourd'hui d'ailleurs c'est le discours devant le Parlement, assurait la promotion d'un produit qui est réputé dangereux. Donc ça, c'est les engagements que nous avons sur le terme que nous, à notre échelle, qui est celle d'une entreprise, nous considérons comme long. Dans le passé, les origines. Mais on a aussi des engagements qui sont longs dans le futur. Une compagnie d'assurance est amenée à prendre des engagements en termes de services de rente pour les victimes, pas forcément pour nos assurés, pour les victimes de nos assurés, qui peuvent durer jusqu'à assez fréquemment 80 ans. 80 ans, pourquoi? Parce que 80 ans, c'est hélas l'espérance de vie d'un enfant qui est lourdement handicapé à la suite d'un accident, par exemple d'un accident de voiture. Donc nous, assureurs, devrons être présents sous une forme ou sous une autre, peu importe les modifications de structure, mais nous devrons être présents encore pendant les 80 ans, pendant lesquels il faudra servir cette rente pour cet enfant qui deviendra un adulte avec des difficultés à vivre, mais nous devrons avoir cette projection dans le temps. Et donc, quand on demande à un assureur de regarder ce que peut être son engagement par rapport au temps, à certains égards, on lui demande d'abord de faire son métier, puisqu'il ne paraît que très difficilement concevable de pouvoir faire son métier sans être attentif à ces notions de durée, à ces notions de durabilité et à ces notions d'engagement sur des termes qui sont des termes longs. Nous avons beaucoup de travail à faire. Et je terminerai par une observation sur
quelques freins qui sont mis à la capacité des assureurs, en général, hein, à participer à l'effort qui est souhaitable. Qu'est-ce que j'entends par l'effort qui est souhaitable? Tout simplement, sans originalité aucune, lutter contre le réchauffement climatique. Je ne prétends pas avoir sorti quelque chose d'absolument bouleversant, mais nous devons avoir une réglementation, notamment la réglementation prudentielle, qui soit une réglementation davantage orientée vers le long terme. Dans l'intervention tout à l'heure, j'ai été attentif au fait que certaines juridictions, tant en France, madame, qu'en Allemagne, condamnent l'État. L'État est condamné, alors soit en Allemagne parce que les mesures sont insuffisantes, soit en France parce qu'il n'a pas exécuté les engagements qu'il avait souscrits. Mais votre dernière intervention donne aussi le sentiment que l'État, avec la munificence qui est la sienne, a la tentation, certes humaine, mais qu'il ne faut pas forcément encourager, de repasser le mistigris aux entreprises et de dire, après tout, les entreprises vont faire et faire peser encore davantage de normes sur l'entreprise. Pourquoi pas? Mais il faut que ces normes soient bien pesées et qu'elles soient adéquates. Et je reboucle et j'en termine par là. Nous avons besoin de données scientifiques qui soient établies, qui soient stables, sur lesquelles nous puissions nous appuyer. Pour savoir quel portefeuille d'investissement nous devons encourager, nous avons besoin de la science. Un besoin vital. Merci. Bon, l'avantage de parler d'assurance, c'est que tout de suite, ça entraîne un enthousiasme. Tout le monde veut prendre la parole, tout le monde demande, oui, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Non. Moi, mon propos était centré sur la matière que je connais le moins mal, d'accord? C'est pas nécessairement sur l'assurance que j'attends des réactions de votre part. Bon, j'ai bien compris qu'un des problèmes importants de l'assurance, c'est d'accumuler des données du passé pour prévoir les risques courus dans l'avenir. Et donc la question que je pose, c'est dans le cadre du problème du réchauffement climatique, il est difficile d'extrapoler par le passé ce qui va se passer à l'avenir. On peut le faire, mais quand vous parlez de science, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect accumulation de données historiques sur le passé pour essayer d'extrapoler vers l'avenir. Et puis, il y a le travail de prospective lui-même qui est fait à partir des modèles mathématiques et des modèles physiques d'évolution du climat. Alors, je ne sais pas quelle balance vous faites entre ces deux aspects, qui sont deux aspects de la science très différents. Alors, on est consommateur de science au sens large. Bon. Pour répondre précisément à votre interrogation, nous avons sorti ce qu'on a appelé le livre blanc sur le climat projeté à l'horizon 2050. Mais comme nous sommes un groupe aujourd'hui très français, nous avons centré ces évolutions sur le territoire métropolitain. Et nous avons travaillé comment? Nous avons travaillé à partir des hypothèses, des travaux, des recherches qui sont celles d'abord du GIEC. Donc, à partir donc, des travaux scientifiques, en l'occurrence du GIEC, nous projetons sur l'évolution de notre portefeuille en tenant compte des évolutions également comportementales, des évolutions démographiques, des évolutions d'urbanisation, ce que pourra donner un réchauffement. On a pris l'hypothèse la plus élevée retenue par le GIEC, puisque c'est malheureusement celle qu'il considère, nous on est dociles, qu'il considère comme étant la plus vraisemblable. Donc on a pris celle-là et on l'a projetée sur le territoire métropolitain français pour avoir une idée des coûts que représenterait cette évolution et ce changement climatique, à un horizon qui est à la fois lointain et proche, puisque c'est 2050. Donc je tiens les résultats à la disposition de tous ceux qui les voudront.
Ce que je veux souligner, si vous voulez, c'est que quand nous faisons ce travail, nous mêlons plusieurs disciplines. Après tout, c'est l'intérêt de l'assurance que de pouvoir, dans sa base d'expérience, mêler toute une série de notions et de disciplines. On voit bien, quand on regarde la démographie en France et les zones d'installation des populations, que la partie Grand Est n'est pas la partie la plus favorisée en ce moment en termes démographiques et d'implantation. Donc on va plutôt vers l'ouest. Mais quand on va vers l'ouest, on va aussi vers des zones qui sont, dans les modèles du GIEC, plus fréquemment exposées aux tempêtes, aux inondations. C'est difficile d'être inondé dans les Vosges par la mer. En revanche, c'est beaucoup plus fréquent et ça va se produire de plus en plus fréquemment sur tout le littoral, notamment le littoral atlantique, etc. Donc c'est ça, j'entends, si vous voulez, par qu'on nous donne des notions qui soient, j'ai bien, il ne faut pas empêcher la science d'évoluer, évidemment, mais qui soient stabilisées, qui fassent l'objet d'un consensus et qu'on puisse nous bâtir nos solutions et nos propositions sur ce registre.